Diakhaté, honorable député, Thierno Alassane Sall, professeur Yorodia, M. Cheikh Omar Sy Djamil, Henriette Niakandé, M. Cheikh Yérim Seck, journaliste, et Ibrahima Fall, M. Ibrahima Fall, M. Mamadou Modana Kane, président du parti Dundu, M. Badara Gadiaga, chroniqueur, et M. le maire Barthélémy Diaz, que je viens juste d'apercevoir dans la salle. M. Babacar Ba, vous avez la parole. Bon, après Babacar Ba, nous allons donner la parole au public pour discuter avec l'auteur. Merci beaucoup, Momo. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. D'abord, félicitations, M. Bachir Fofana, pour l'excellent travail. Bonsoir à tout le monde. Alors, quand Bachir Fofana m'avait contacté pour faire la postface de ce livre, je lui ai demandé, naturellement, Bachir, quel est l'intitulé de ce livre. Il me dit, le livre s'intitule « Aveux, signé, daté, envoyé ». Azer, AEPAO, Azer, AEPAO, EPC, AEPAO Sénégal. Lumière sur les 37 milliards dans les ténèbres. Alors, un titre rallonge, explicatif. Et déjà, à travers le titre, on sent l'envie de l'auteur quand même de vouloir rendre les choses vraiment compréhensibles, accessibles. Donc, à travers l'intitulé, on sent ce que Bachir est en train de chercher. Mais moi, à travers ce groupe de mots, à travers l'intitulé, il y a un concept qui a retenu mon attention. C'est le mot lumière. Lumière qui renvoie à la transparence. La transparence dans la gestion des finances publiques. Lumière qui renvoie à la bonne gouvernance. La bonne gouvernance par rapport à nos deniers publics. Et comme je suis passionné, je suis intéressé par les questions de transparence et de bonne gouvernance, j'ai automatiquement accepté de faire la postface de ce livre. Et j'ai voulu quand même prendre le risque de descendre avec Bachir dans les ténèbres pour l'accompagner à chercher, à mettre la lumière sur les 37 milliards. Mais bon, une fois dans les ténèbres, je me mettrai juste derrière Bachir, lui sera devant, et je me contenterai de rappeler juste les principes. Juste pour dire qu'aujourd'hui, en fait, les questions de transparence et de bonne gouvernance doivent nous interpeller, nous tous. Parce que la transparence et la bonne gouvernance constituent des piliers fondamentaux pour qu'un pays se développe, il faudrait que ces deux piliers soient vraiment de mise. Et je pense que l'État du Sénégal l'a compris, parce que je pense qu'aujourd'hui la transparence est érigée en principe institutionnel. Parce que la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance s'appuie sur deux leviers, sur deux cadres, j'allais dire. Il nous faut un cadre institutionnel et un cadre législatif. Un cadre institutionnel qui aujourd'hui renvoie à ses corps de contrôle, la Cour des comptes, CENTIF, l'inspection générale d'État, mais également un cadre institutionnel qui renvoie à des juridictions capables aujourd'hui de réprimer ces pratiques illicites. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons le pôle judiciaire financier. Mais de l'autre côté également, nous avons un cadre législatif qui renvoie à tous ces textes-là. Nous avons, depuis 2012, adopté le code de transparence dans la gestion des finances publiques. Nous avons aujourd'hui le code sur les marchés publics. Nous avons récemment voté des lois, j'allais dire, sur la protection des lanceurs d'alerte, mais également sur l'accès à l'information. Donc aujourd'hui, nous avons deux cadres. Un cadre institutionnel qui est bien solide, mais également un cadre législatif qui est bien fourni. Mais malgré l'existence de ces deux cadres, aujourd'hui, ces pratiques illicites, nous les constatons. Aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de marchés
publics qui aujourd'hui sont catégorisés comme des marchés à scandale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les corps de contrôle ne fonctionnent pas correctement. En tout cas, il y a des problèmes par rapport à nos corps de contrôle. Déjà, la Cour des comptes, depuis 2017, la Cour des comptes n'a pas publié ses rapports. Donc la Cour des comptes déjà nous doit des rapports de 2017 jusqu'à 2024. Donc aujourd'hui, récemment, je disais que la transparence au Sénégal, elle est mise en veille. Parce que si aujourd'hui les corps de contrôle qui sont censés mettre à notre disposition les éléments pour qu'on puisse apprécier de manière qualitative comment nos deniers publics sont gérés, mais là, il y a problème. Nous avons également le pôle judiciaire financier. L'honorable député Thierno Alassane Sall, depuis le début, avait saisi le pôle judiciaire financier, mais il a fallu qu'aujourd'hui qu'on mette la pression pour que récemment le pôle judiciaire financier puisse quand même produire un communiqué pour aujourd'hui expliquer en tout cas l'état du dossier. Et de l'autre côté, il y a également des manquements sur le cadre législatif parce qu'avec cette loi sur l'accès à l'information, nous tous nous savons qu'il y a des problèmes. Cette loi pose ses limites parce qu'il y a pas mal d'associations en tout cas qui ont eu à saisir des directeurs généraux pour réclamer des informations et que leur demande est restée sans suite. Donc aujourd'hui, il y a des limites par rapport à nos organes de contrôle. Et je pense que c'est à partir de ce moment où le contrôle citoyen devient intéressant. Et je pense que Bassir, il a compris parce que cet ouvrage, c'est vrai, le professeur nous disait le qualifier comme un travail d'archiviste. Mais moi, je pourrais dire que c'est également un ouvrage qui fait un contrôle citoyen. Donc Bachir l'a compris et encore une fois de plus, Bachir, toutes nos félicitations. Et vous l'avez dit, ce livre également est une alerte et une alerte également est une invitation pour agir, j'allais dire. Donc, mesdames et messieurs, agissons tous pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse exercer un contrôle sur nos deniers publics. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Babacar Ba. Monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr est présent dans la salle. Monsieur le ministre Moïse Sarr aussi est présent dans la salle. Nous allons passer la parole. Bon, pour les débats, Bachir, oui. Oui, on a une liste d'intervenants quand même, quelques-uns. Merci beaucoup. La meilleure façon de contribuer à la systématisation d'un tel ouvrage, c'est de le lire d'abord. Et une fois qu'on l'a lu, de travailler à des formes de contribution pour pouvoir élargir la réflexion sur la question. Ce n'est pas ici que nous allons sûrement régler cette question. Mais l'occasion a ouvert une discussion objective sur la question. Je pense qu'on ne peut pas non plus inviter des personnalités qui sont intéressés par la question sans que on en discute. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues participer à cette séance de dédicace, dont Bachir m'a fait l'honneur de présider la tenue. Donc il s'agissait pour nous autres, je veux dire lui et moi, de continuer à entretenir
cette relation autour de la quête de la vérité à travers la documentation de la vérité. Parce que moi, comme je l'ai dit, je suis historien et archiviste. Je m'intéresse à tout ce qui touche à notre pays, mais je m'interdis de dire ce que je ne peux pas documenter. Un de nos inspirateurs en termes de recherche, le professeur William Benedon, avait l'habitude de dire la meilleure décision, le meilleur jugement est la décision ou le jugement le mieux documenté. C'est-à-dire quand on a fini d'explorer toutes les sources possibles, de les comparer et de voir entre tout ce qui se dit autour d'une question précise, qu'est-ce qui paraît le plus plausible. Et je crois que c'est ce que Bachir a fait dans ce livre en apportant des documents que la science qui lui a permis d'accéder à la communication et au journalisme considère comme des preuves. Le document d'archives est une source de preuves. Le livre n'est pas une preuve au tribunal. Vous ne pouvez pas vous présenter devant le tribunal avec un livre pour dire l'auteur a écrit à la page 150 que je le cite. Par contre, on peut exhiber un document portant des signes de validation datés. On peut écrire des inepties. C'est ce que Federer a fait quand il a voulu attaquer le Cayor. Il a fait réaliser dans le secrétariat de la colonie du Sénégal un contrat, un traité signé par le gouverneur et le maire du Cayor, attestant que voilà, la France doit, le Cayor doit. Et 100 ans après, les historiens qui ont lu le document se disent non, c'est pas possible parce que ce qu'il prête au domaine, le domaine n'en a pas le pouvoir. Et de fil en aiguille, on découvre qu'il y avait dans le cabinet du gouverneur du Sénégal, à Saint-Louis, des gens habilités à écrire des documents pour entacher des autorités et les attaquer. Donc le document est vrai, parce qu'il est écrit par une autorité autorisée à, mais le contenu n'est pas vrai. C'est la raison pour laquelle l'une des choses qu'on leur apprend le plus, c'est la critique interne et externe du document administratif. Et Bachir, sous ce rapport, a beaucoup fait. Les grands journalistes se distinguent d'ailleurs dans le monde entier à travers leur capacité à accéder à la documentation administrative et à leur capacité à l'exploiter dans le sens de la manifestation de la vérité. Je crois qu'il en est à son premier exercice sur cette question, parce que c'est son deuxième ouvrage. Et je pense que s'il respecte les préceptes à la fois de l'archivistique et du journalisme, il ira loin dans ce que les uns et les autres, mon frère et ami Cheikh Gayo, enseignant en journalisme, appelé le journalisme d'investigation. Investigation, c'est quoi? C'est accéder à la source authentique, vérifier, valide et pouvoir l'exploiter maintenant à partir d'une écriture journalistique. Je voudrais, en votre nom à tous, le féliciter et surtout prier pour lui. Je suis content de voir que sa maman est présente. C'est à elle que j'ai remis le diplôme de Bachir en 2001. Quand il s'est avancé pour prendre son diplôme, j'ai dû arrêter. Je me suis levé, le recteur, le ministre était là, j'ai récupéré le diplôme, j'ai dit, le diplôme, que les moments. Heureusement que l'iconographie a certifié cela, parce que Bachir m'a montré à quelques jours chez moi cette photo où je remettais le diplôme à sa mère. Et je voudrais l'encourager à surveiller cette intimité. Plus on est intime avec sa mère, moins on est enjoint à rencontrer Shaitan. C'est la vérité la plus évidente qui soit. Quand on voit cet aéropage, on se rend compte que tu as fait du chemin. Et pour faire du chemin dans un pays,
mais il faut vendre des valeurs. Des valeurs. Parmi lesquelles, pratiquement les valeurs de vérité. De vérité. Il faut qu'on s'attache dans ce pays à cultiver la vérité. Et les valeurs d'éthique. D'éthique. Surveiller ses attitudes, surveiller ses comportements, surveiller ses déclarations. Pour éviter à chaque fois que de besoin de se faire surprendre. Je pense que parmi les personnes qui sont présentes, il y a M. Cheikh Yerim Seck, journaliste connu, Cheikh Oumar Sy, Thierno Alassane Sall, Mohamed Madane Kane. Il est là dans la salle. Ah oui, mais je l'ai pas vu, le président. Il y a ah oui, Badr Gadiaga. Dans cette salle, nous avons 5 personnes. Je pense qu'on peut leur remettre, donner à chacun la parole. Au moment de parler, pensez à celui qui rentre à Touba Bela. Non, il ne faut pas faire comme mon jeune frère, tout ça, pour démarrer, de dire pour nous se battre. Merci. On donne la parole à Cheikh Yerim Seck. Il passe au micro. C'est bon. 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 Bon, bonjour. Bonjour, chers tous. Il y a quoi? Comment on fait? Ah, ok. Bonjour, chers tous. Bon, moi, je suis journaliste, je ne suis pas diplomate, donc je vais bousculer le protocole. Bonjour, chers tous. Voilà. Bon, je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour répondre à l'invitation de celui que j'ai toujours appelé mon complice intellectuel, Bassir Fofana, qui m'a fait l'honneur de lire cet ouvrage bien avant sa parution. Je suis d'autant plus content d'être là que j'ai dit à Bachir, le jour où il a été arrêté, qu'il devait profiter de son séjour carcéral pour écrire un livre. Je suis très content qu'il ait suivi mon conseil. Vous savez, s'il y a une chose de positif dans la prison, c'est que ça permet de réfléchir. Tu vois, moi je pense que le moins mauvais livre que j'ai écrit dans ma vie, je l'ai écrit en prison. Ça s'appelle « Ces goulots qui étranglent le Sénégal ». Voilà. Parfois, quand on te met en prison, certains pensent t'opprimer alors qu'ils t'offrent l'occasion de prendre du recul, de réfléchir, d'écrire, d'évoluer, de penser, etc. Je saisis cette occasion pour revenir à la pensée de la plus philosophe des journalistes et de la plus journaliste des philosophes. Elle s'appelle Hannah Arendt. Hannah Arendt a étudié les 2 totalitarismes du XXe siècle, le fascisme et le stalinisme. En conclusion de ses recherches, elle a écrit un livre qui s'appelle La vérité, qui s'appelle Vérité et politique. Dans cet ouvrage, elle dit quelque chose de fondamental. Elle dit que la plus grande menace, ce n'est pas le fascisme. La plus grande menace pour l'humanité, ce n'est pas le stalinisme. La plus grande menace, c'est cette confusion qui est entretenue entre la vérité et le mensonge. Voilà la plus grande menace pour l'humanité. Voilà le plus grand défi civilisationnel qui nous est posé. Surtout depuis l'irruption de l'homo pastefensis sur la scène politique sénégalaise. Parce qu'il y a eu récemment au Sénégal une évolution
épistémologique fondamentale que pour moi les politistes et les sociologues n'ont pas suffisamment étudié. Qu'est-ce qui est arrivé? Allez, un objet politique non identifié a fait brutalement irruption sur la scène politique sénégalaise sur la base d'un comportement politique qui était jusqu'ici inconnu et qui est un comportement politique de fabrication d'une vérité alternative sur la base de la manipulation, du mensonge, de la déformation, de la falsification, de l'injure, etc. Et cette réalité politique que j'ai bien décrite d'ailleurs dans Macky Sall face à l'histoire, en définissant l'homo pastefensis, j'ai dit que l'homo pastefensis pose un problème, pose un défi de civilisation aux intellectuels du Sénégal. Pourquoi? Parce que je pense que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il est urgent que les journalistes, les intellectuels, les penseurs fabriquent plus que jamais ce que j'appelle moi des vérités de fait. Des vérités de fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire les faits dans leur nudité absolue. Ça veut dire les faits dans ce qu'ils sont en réalité. C'est-à-dire les faits débarrassés de toute forme de propagande. Ça veut dire des vérités de fait. Les vérités de fait, ça veut dire des vérités basées sur des faits. Ça veut dire des faits véridiques, ça veut dire des vérités factuelles. Et c'est ça que moi, à mon avis, Bachir a entrepris dans cet ouvrage. Pour moi, voilà un exemple. Voilà, parce que, encore une fois, ce qui fait la noblesse du journalisme, le journalisme, ce n'est pas de l'opinion. Le journalisme, ce n'est pas de la chronique. Le journalisme, ce n'est pas de la pensée. Le journalisme, c'est la recherche de faits, c'est la présentation des faits et à la limite le commentaire des faits. Donc ce qui est sacré dans l'exercice du métier du journalisme, c'est les faits. Le commentaire étant libre par ailleurs. Nous avons laissé la scène politique sénégalaise vampirisée par des objets politiques, enfin des objets médiatiques pas clairement identifiés, qui peuvent s'appeler chroniqueurs, ou commentateurs, ou parleurs, ou insulteurs, qui ont réussi d'une certaine manière à vampiriser le débat public, reléguer au second plan les faits, fabriquer un certain nombre de slogans qui polluent le débat public. Autour de l'affaire qui nous réunit aujourd'hui, des questions simples s'imposent. Est-ce que 37 milliards ont été débloqués, oui ou non? Ces 37 milliards correspondaient à la réalisation de combien, à l'électrification de combien de villages? À partir de ces villages, de ce nombre initial, combien de villages ont aujourd'hui été électrifiés à date? Est-ce que, comme dit Madiambal Diagne, des Espagnols ont débloqué 4 milliards? À qui cet argent a été donné? Voilà des questions auxquelles il faut répondre objectivement, c'est-à-dire dépouillé de toute forme de commentaire. Et voilà par exemple, le type de débat qu'il faut dans ce pays. C'est-à-dire déconstruire les slogans, déconstruire les propagandes, déconstruire les mensonges pour exprimer les faits dans leur nudité absolue. En ça, je pense que Bachir a montré la voie. Mon frère, je te félicite vraiment. Il y aura d'autres livres, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent. Et les 2 ans de POSTEF au pouvoir, pour moi, ont été le théâtre d'un exercice inédit du pouvoir qui appelle à des réflexions, qui appelle à de la clarification dans un contexte de pollution sonore inédite. Nous sommes l'unique pays au monde où, à flux tendu, H24, sur des plateaux, des personnes qui se croient des voix autorisées, qui ne sortent de je ne sais où, donnent des leçons à toute la planète sur la base de connaissances, enfin, pas de connaissances, sur la base de savoir empirique, comme si le monde était une entité brusquement tombée du ciel et que n'importe qui pouvait dire n'importe quoi. Voilà, donc le défi civilisationnel qui nous a posé, le défi professionnel qui nous ont posé, nous professionnels des médias, c'est au-delà des commentaires, de travailler concrètement à restituer leurs faits dans leur vérité absolue. Et je ne dois pas cacher que moi-même je suis en train d'écrire. Donc il faut que tout le monde écrive. Il faut que
l'histoire de ce pays soit reconstituée dans sa vérité, dans sa réalité, dans sa nudité. Merci Donc beaucoup. Bachir, je te félicite beaucoup. Merci beaucoup, cher Yérim. Quand il y a quelques années derrière, Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS, est venu me trouver un week-end à Toubab Dialaw, il m'a dit, prof, je veux organiser avant de partir les assises des médias. J'ai répondu, ñi war a ndëpp ci réew mi yëpp yéen a ci war a njëkk a ndëpp yéen journalistes. Parce que je fais partie d'une génération d'étudiants où les meilleurs, après la fac, allaient au journalisme. À partir de 70 jusqu'en 80, jusqu'à vers les années 90, les meilleurs qui sortaient d'histoire, de philosophie et de droit allaient faire du journalisme. Moi-même, j'ai fait le concours du CESTI en 1973 avec Feu, le journaliste qui faisait du truc sur l'armée, comment il s'appelle, qui était à la RTS. Amadou Mbaye-Loum, on était dans la même classe d'histoire et géographie et on a fait ensemble le concours du CESTI. C'est parce que moi je suis passé en deuxième année que je ne suis pas allé au CESTI. Mais les meilleurs allaient au CESTI. Ils étaient bien formés en droit, bien formés en philo, bien formés en histoire, en sociologie, ils allaient faire le CESTI. Et subitement, on a investi ce champ disciplinaire et professionnel avec la palabre. Et c'est totalement différent. Il y a donc, comme dit Yérim, urgence, et je l'avais dit, c'est moi qui ai écrit les premiers TDR des assises des médias. Et il y a urgence à repositionner le travail de communication. Moi, j'étais pendant 10 ans membre du comité d'experts du sommet mondial pour la société de l'information. S'il vous plaît, si pendant 10 ans, le monde a été articulé autour de la société de l'information, c'est qu'on voyait venir à la fois les avantages avec les technologies et tout ce que ça rapporte, et tout ce que ça coûte aussi par rapport aux réseaux sociaux, mais aussi et surtout les dérapages. La vérité n'aura jamais pour adversaire le mensonge, dans aucune société, ni au Sénégal, ni ailleurs. Et dans notre trajectoire de société sénégalaise, le mensonge n'est pas une tradition. Ça, il faut que ce soit très clair. Le mentir n'est pas une tradition sénégalaise. Wax lo xamul, c'est pas une tradition sénégalaise. J'ai entendu un grand terrible du Sénégalais dire à quelqu'un, xam nga luy fen? Mu ne ko waaw, mu ne ko lan mooy fen? Waa ji ne ko fen mooy wax loo xamul, wax lu du dëgg. Mu ne ko déedéet, loolu du fen. Loolu sos la tudd ci wax. Mu ne ko luy fen? Mu ne ko fen mooy wax lu sa yoon nekkul. Loolu nag bu ñu doon jàpp fen nag bu réew mi dañu transformer cité yi en et c'est pas bon parce que day rey gor. Day rey gor. Et je pense que il est temps, s'il vous plaît, derrière, nous allons avancer rapidement et donner la parole à Cheikh Oumar Sy. Et Cheikh Oumar Sy Jamil. Assalamu alaikum. Ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant. Di leen ziyaara di leen baalu xaq leen baal xaq di ngeen may ma nuyu suñu waajur bi toog di waajur ci Bachir Fofana. Maman ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la baalu xaq la ñaanal yàlla guddal fan bi wéral cër yi. Professeur Mbaye Thiam, merci de m'avoir donné la parole. yaay sama professeur di sama sëriñ ma nuyu sëñ Elimane Kane waaye di nuyu imam Bachir Fofana
di ko ñaanal yàlla yokk xam-xam bi ak courage bi ko yàlla may mu mën a bind ouvrage bu mel nii ànd ak sama xarit Aboubacry Thiam moom digganteem ak Bachir yàgg na lool di nuyu kilifa yi fi teew yépp di leen ziyaara et j'ai pas eu le privilège de lire le livre avant de venir m'exprimer ici, mais j'ai eu à discuter longtemps avec Bachir sur certains points du livre particulièrement. Et ce que je me suis demandé depuis que j'ai commencé à réfléchir sur certaines questions au Sénégal, c'est de me dire comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parce que nous avons dans notre patrimoine culturel des choses extrêmement graves qui nous plombent dans notre réflexion. Quand on dit dëkk bi mbamb du fi weesu weer, ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas une clameur populaire et nationale qui fait que ça, c'est pas possible. On n'a pas une capacité d'indignation collective qui fait qu'aujourd'hui, dans certains pays, le chef est protégé contre lui-même. Vous êtes aux États-Unis, ils peuvent prendre n'importe qui et le mettre comme président de la République, tout en sachant que cette personne est encadrée. Nous avons des référents dans notre culture que ma sœur Kiné Camara, dans son article La démocratie des Gor, parle de Djom. Djom ne fait référence ni à la religion ni aux lois. Vous êtes seul dans votre chambre, amna lo xamni sama ngor mayuma ko jom na ko def, et kooku c'est une valeur purement africaine. Nous avons dans nos référents religieux aujourd'hui, quand on lit un ouvrage tel que Jawahirul Ma'ani